à tous, j'espère que tout le monde va magnifiquement bien ce soir. Pas forcément ce soir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Pour moi en tout cas, il est 9h du matin. On est dans une grosse semaine de pluie, donc pas de travail sous la pluie. Parce que je ramasse des kiwis et quand il y a la pluie, ça risque d'abîmer les fruits. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on part d'une masterclass, messieurs, dames. On se retrouve dans ce 3e épisode de Super Week. Vous avez eu les 2 premiers. Sur les 2 premiers films de Mission Impossible, aujourd'hui nous parlons du 3e film, Mission Impossible numéro 3. Et quelle masterclass, les amis, quelle masterclass. J'ai jamais autant kiffé devant un film d'action, je crois. Attention à ce que je dis, je peux le regretter dans un instant. En tout cas, hier soir, j'ai vu le film Mission Impossible 3 et je vous en parle dès maintenant. Mission Impossible 3, sorti en 2006, réalisé par non pas du tout, réalisé par J.J. Abrams. Voilà, je le connais pas. Mais masterclass, bravo à toi J.J. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, allez les voir déjà, qu'est-ce que vous attendez? Et sachez que le premier film, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. Le 2e film ne m'avait pas plu. Mais le 3e là n'a rien à voir avec le 2e. L'opposé. Ça se voit que c'est pas fait par la même personne. Parce que, désolé, il y a un petit peu de pluie qui tombe sur le toit. Mais parce que c'est une masterclass, le numéro 3. Je vous fais le petit topo. Alors on commence le film sur Ethan qui a quitté la FMI. Parce que oui, dans les 2 premières vidéos, j'ai dit la CIA, mais en fait, il est dans la FMI, une autre branche. Donc, en anglais, Impossible Mission Force. Force Mission Impossible, FMI. Et donc, il a quitté. C'est plus un agent de terrain. Il est devenu formateur, donc il forme les futurs agents pour pouvoir tout simplement se consacrer à sa vie de famille. Parce qu'en effet, il a rencontré une femme, Julia, qui travaille dans un hôpital. Et il décide de se marier avec elle. Il veut vraiment s'éloigner du danger et commencer à fonder une vie de famille. Quand on sait qu'il y a 4 autres films qui l'attendent derrière, il n'est pas sorti de l'auberge. Donc nous commençons sur ce Ethan qui a 10 ans de plus que dans le premier film et qui semble mener une vie de famille bien plus chill que sa vie d'agent secret. Sa femme Julia ne sait pas quel métier il fait. Il dit qu'il travaille dans le ministère des Transports. Beaucoup moins excitant que être un agent du FMI, mais c'est pas grave. Mais évidemment, vous vous en doutez, on le recontacte pour une mission un petit peu spéciale. J'ai oublié son nom, mais je crois qu'il s'appelle Musgrave, un truc comme ça. Musgrave, c'est un mec qui travaillait avec lui avant et qui le recontacte pour une mission spéciale. Au début, Ethan il dit c'est ciao, non, je ne veux pas. Mais il lui dit écoute Ethan, c'est une mission particulière, c'est une mission sauvetage. Pourquoi? Parce qu'une de nos agents, Lindsay, enquêtait sur un gros trafiquant d'armes très important qui s'appelle Davion, qui est en lien avec des forces terroristes, des forces politiques dictatoriales. Enfin vraiment c'est un gros méchant dans l'histoire. Et en fait elle enquêtait sur lui, elle devait le trouver et elle ne répond plus. Donc on suppose qu'elle s'est faite attraper et qu'elle est emprisonnée. Et Ethan de base il était contre refaire une mission parce qu'il est à 2 doigts de se marier avec Julia. Mais là il se dit bon, ah oui, parce qu'information importante que j'ai oublié de vous partager, c'est lui qui a formé Lindsay. Donc il se sent un petit peu responsable de cette situation parce que c'est lui qui a dit à la FMI ok, elle c'est une des plus grands, je ne sais pas parler, c'est un des talents à venir. Donc mettez-la sur le service actif, ça veut dire que elle devient un agent disponible pour des missions à haut risque. Donc c'est un petit peu, enfin il pense que c'est à cause de lui qu'elle se retrouve dans cette situation de grand danger. Et donc il accepte cette mission de sauvetage, un petit peu la dernière danse avec le FMI. Et du coup il rejoint une équipe, l'équipe de la Force Mission Impossible avec Luther qui est toujours là depuis le premier film, il bouge pas l'ancien. On a aussi Zen et Tiklan. Et alors ils se rendent à Berlin pour sauver leurs collègues. Donc ils
ils encerclent un bâtiment. Le bâtiment est gardé par énormément de sbires. Et bah figurez-vous que rien qu'avec cette première scène, j'étais in. Je me disais mais ça m'est tempête à beaucoup de scènes des deux premiers films. En fait, dans les deux premiers films, c'est beaucoup plus du spectacle, c'est du catch si on veut. Ça se voit que c'est du spectacle en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont illogiques, mais qui sont belles à voir parce que c'est du spectacle. Là, c'est du MMA, là, c'est réaliste. Et il y a beaucoup plus de waouh, tu vois, parce qu'on sait que, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais rien que la manière dont il s'infiltre, tu te dis c'est trop stylé en fait, c'est trop stylé. Et bon bref, on va pas en parler 40 ans, il arrive à sauver Lindsay, il s'enfuit en hélicoptère, et juste avant de mourir, Lindsay essaie de lui dire quelque chose. Elle lui dit enlève ton oreillette, je ne veux dire ça qu'à toi, le reste du bureau ne doit pas être au courant. Il se dit bizarre, et en fait juste avant de pouvoir le faire, elle va malheureusement décéder dans ses bras, parce que il y avait un micro explosif implanté dans son cerveau. Et ça on ne le savait pas. Enfin, Ethan l'a su juste avant et a essayé de la sauver avec un défibrillateur en criant la puce dans son cerveau, mais à 4 secondes près, ça n'a pas marché. Donc Ethan il va rentrer chez lui un petit peu bouleversé par ce qui vient de se passer. Sa femme, évidemment, qui ne sait pas quel est son vrai métier, se dit mais pourquoi t'as cette tête là? Et en fait il va recevoir une lettre de Lindsay. Dans cette lettre, Lindsay, elle dit en gros, je vous la fais courte, il y a un traître dans la FMI. Donc il le garde en tête, mais il en fait rien pour l'instant. Nouvelle mission, c'est capturer Davian et un objet qui s'appelle la patte du lapin. La patte de lapin. On ne sait pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un objet très important. Et donc la mission qui est de capturer Davian va avoir lieu au Vatican. Parce que je vais l'appeler Dave. Dave sera présent au Vatican à une cérémonie. Et là, les amis, c'est la scène d'infiltration la plus stylée que j'ai vue. C'est-à-dire que tout, c'est que des timings parfaits, tout concorde parfaitement. Il rentre donc dans le Vatican, peut-être un des lieux les mieux gardés au monde, puisque c'est la baraque du pape. Cette infiltration dans le Vatican, à coup de ça monte sur le mur, ça se déguise en moine, ça rentre au Lamborghini, tout est question de timing parfait, c'est assez stylé, je dois l'admettre. Et donc ils arrivent à capturer Dave, et ils rentrent en avion, et à ce moment-là, Ethan fait un interrogatoire à Dave. Et quand Dave se réveille, ce qui inquiète un peu, c'est qu'il n'est pas du tout effrayé, il n'est pas du tout en colère. Il prend connaissance de ce qui est en train de se passer, il regarde Ethan et lui dit: t'as sûrement une femme, une petite copine. Je te jure que je vais lui faire mal. Et je vais la tuer devant tes yeux. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Donc Ethan a deux doigts de péter les plombs. Le suspend d'un avion. Mais ses amis le raisonnent et disent: ne le tue pas, ce n'est pas toi. Donc au final, voilà. Il rentre. On comprend pourquoi dans l'avion il n'était pas du tout en stress. C'est parce que il a un ami très haut placé dans la FMI, donc un traître, qu'on va appeler le boss. Et en fait, le boss va faire libérer Dave alors qu'il est en convoi militaire, et par la même occasion rechercher Ethan, genre dire que c'est un peu le fautif de cette histoire, et Ethan se retrouve recherché. Mais en même temps, Ethan, quand il voit Dave se faire libérer, il se dit: attends, mais il avait menacé par rapport à ma femme. Donc il va courir à l'hôpital pour essayer de rejoindre Julia qui finit son service. Et en fait, pile au moment où il arrive, et ben elle est en train de se faire kidnapper. Et il y a ce genre de petites scènes qui me font vraiment, genre, voir. J'ai sorti le petit plaid parce qu'il fait froid. Ce genre de petites scènes qui me fait vraiment voir que c'est rien à voir avec les deux autres films. C'est par exemple, il rentre dans l'hôpital en courant en panique et il trébuche contre un brancard. Devinez qui est dans le brancard endormi: Julia. Et c'est vraiment des petites scènes comme ça où genre c'est le petit truc qui a pas d'impact sur l'histoire mais qui te fait un petit truc de waouh, putain, t'es dans le film en fait, tu te dis mec, tu viens de passer à côté de celle que tu cherches, genre. Et c'est ce genre de petite action qui, je trouve, engage le spectateur
justement aussi parce qu'il n'y a pas d'impact sur l'histoire. Ethan ne sera jamais au courant qu'il a trébuché contre un brancard où il y avait sa copine endormie à cause de drogue. Enfin bref, donc il ne parvient pas à la récupérer et Dave l'appelle et lui dit: je te laisse 48 heures pour me ramener la patte du lapin. En échange, tu auras ta copine, la vie de ta copine. Et donc ça va être sa nouvelle mission avec ses compères, ça va être de retrouver la patte du lapin. Il va encore une fois faire de l'infiltration, encore une fois, c'est assez stylé même si on voit pas tout. En fait, on voit comment il arrive en haut de l'immeuble, mais après on voit pas toute l'infiltration. On voit juste ressortir en parachute. Quand il réussit à récupérer la patte du lapin, il lui reste 5 minutes avant que Dave tue Julia. Donc il l'appelle en panique. Dave lui dit: ok, viens à cet endroit-là. Ce que Ethan fait, il rentre dans une limousine, il boit un petit truc pour l'endormir et il se retrouve en face de sa copine attachée dans un bâtiment lugubre avec Dave qui a un gun dans sa main. Et à partir de là, je ne vous raconte rien parce que c'est le règlement de tout ça, mais c'est vraiment assez stylé. On découvre l'identité du boss, le traître de la FMI. Il y a un combat final qui est assez cool avec, c'est pas genre du spectacle comme dans le deuxième, c'est juste trop stylé à voir parce que on est content, genre c'est ça se passe bien, la façon dont les ennemis sont éliminés sont un petit peu ont plus d'impact, je trouve, notamment Dave, sa mort rajoute un petit truc, je trouve. Et donc ça va être un petit peu Julia et Dave qui va par ailleurs découvrir quel est son métier en étant pris en otage. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour ça, mais bon, ils vont se retrouver tous les deux en amoureux face à ces méchants monsieur. Et évidemment, ça se finit bien. Et c'est la fin de l'histoire de ce troisième film. Encore une fois, j'ai adoré, je l'ai noté 4 dans 3 étoiles et demie. Mais je pense que il peut monter à 4, honnêtement. J'ai vraiment bien aimé. C'est mon préféré des 3 et en vrai, il y a beaucoup d'ingrédients qui font que c'est mon film, que c'est mon genre de film que j'aime. Donc je sais pas si ceux d'après vont être au même niveau. Mais on va voir. Aujourd'hui, je vais regarder le 4e. Anyway, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À l'heure où je vous parle, j'ai publié la vidéo sur Louvresval, donc vous êtes en train de la voir. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit à très bientôt. On se dit à demain en fait pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur H.